Bon, Patrick, tu m'entends? Bonjour, moi je suis Sabine Danaoui, je m'occupe d'Accessible Formation, organisme de formation. Patrick, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Nous espérons en tout cas que vous allez tous très bien en ce début d'année et nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux participer à ce webinaire de la rentrée pour l'UNEP. Donc merci à tous de votre patience, merci à ceux qui sont connectés très tôt. Bon, on va peut-être démarrer, Sabine. Allez, bah écoute, je te laisse faire le mot d'accueil. Alors, petit mot d'accueil. Donc, je m'appelle Patrick Lemaire, je suis responsable du développement de l'UNEP. Et nous avons développé, aux côtés d'Ilan Stanescu, depuis 2 ans, un pôle spécialisé sur la SCPI qui s'appelle Focus SCPI. Et à ce titre, depuis 1 an, on organise des formations validantes, carte T, autour de cette thématique particulièrement d'actualité depuis l'été, qui va faire beaucoup parler, et on n'en est qu'au début. Donc, cette réunion, on a voulu changer un peu des formats, j'allais dire mono-formateurs. On a la chance avec Sabine Danaoui du cabinet Accessible qui nous délivre des formations, de pouvoir valider des interventions avec des intervenants extérieurs. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Laurent Boucher, président, directeur général de BNP Paribas Real Estate, donc grand spécialiste de l'immobilier. Et on aura également, donc Sabine vous expliquer un peu le déroulement de la séance, mais dans la partie des questions à la fin, que j'espère nombreuses, on aura une intervention de Christian Cacciutolo, président de l'UNEP, qui sera assez intéressante parce que cette crise, on l'a vécue et il l'a vécue encore plus que moi, ayant été à la fondation d'Imorand dans les années 90. Et là, la crise était beaucoup plus violente. Et on vous expliquera, on vous terminera avec des messages d'espoir pour montrer qu'on peut très bien s'en tirer dans ces périodes-là. Voilà, je te rends la main, Sabine, pour le petit programme. Ben oui. Merci Patrick. Donc aujourd'hui, effectivement, ces 2 heures d'intervention seront transformées en formation validante carte T. Pour ce faire, vous avez déjà tous reçu des liens Digiformat qui vous ont invité à compléter un quiz de positionnement. À la fin de cette session, vous allez tous recevoir un lien à nouveau Digiformat. N'hésitez pas à regarder dans vos spams. Parfois, ça peut peut-être tomber dans vos spams, sur lequel on vous demandera de faire un émargement numérique, puis de compléter dans activités à réaliser. Donc, vous allez arriver sur votre intranet Digiformat activités à réaliser. Vous aurez un petit quiz de 5 questions très simples à compléter. Je rappelle qu'il faut plus de 70% de bonnes réponses pour pouvoir valider cette session. Et enfin, dans évaluation à remplir, nous vous invitons à remplir un questionnaire de satisfaction à chaud. Sans ces 3 points, malheureusement, nous ne pourrons pas vous délivrer l'attestation de formation. Une fois que l'ensemble du groupe a tout complété, donc probablement d'ici à la fin de la semaine prochaine, on vous enverra individuellement, directement sur votre boîte mail, votre attestation de formation qui sera conforme pour vos diverses chambres. Tout le support qu'on va vous présenter, vous pourrez le récupérer, le télécharger, toujours sur cet espace Digiformat, dans mes documents. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Il y aura également une présentation de Laurent Boucher sur ce support. Toutes les questions, moi, une fois que j'aurai fini ma présentation, je serai le modérateur, donc je vais reprendre toutes vos questions que vous pourrez donc poser de cette session à Christian et avoir sa vision des années de la crise précédente qu'on a pu vivre. Patrick, je te laisse peut-être présenter ce que c'est Focus SCPI by UNEP et l'intérêt de recourir à... Patrick, ton micro est coupé, il faut que tu le réactives. Oui, je réactive. Bon, excusez-moi pour cette parenthèse commerciale qui n'est pas le but de la formation, pas commerciale. Je vais vous expliquer en 10 minutes quel est cet outil, ce pôle de compétences qui s'appelle Focus SCPI. Tu peux me mettre les slides, Sabine? Donc, en fait, pourquoi on a créé ce pôle de compétences? C'est parce que, attendez, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci technique. Il y a les slides, là, vous voyez les slides? Oui. Vous les voyez? Non. On les voit pas. Vous les voyez On a... pas? Non. Alors, effectivement, c'est un petit souci technique que je vais résoudre tout de suite. Pourquoi vous ne voyez pas les slides?
Toc. Et donc, C'est top, on voit là. vous voyez, donc je vais le récupérer. Et là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, très bien. Parfait, merci. Impeccable, merci. Ce sont les aléas du direct. Alors, j'en profite juste, Patrick, parce que je vois pas mal de personnes dans le chat indiquer qu'ils n'ont pas reçu le lien Digiformat. Ne vous inquiétez pas, on fera une extraction à la fin de la formation sur tous les présents, ce qui nous permettra, pour ceux que nous n'avions pas déjà inscrits, parce que vous êtes peut-être inscrits au dernier moment, on vous adressera les liens en temps et en heure d'ici demain probablement. Donc, ne soyez pas inquiets. On fera une extraction via l'outil que nous utilisons pour la visio, pour avoir vos noms, prénoms, vos adresses mail. On vous enverra les éléments nécessaires. Patrick, à toi. Je reprends la main. Donc, pour Focus SCPI, pourquoi on a créé ce qu'on appelait une plateforme qui n'en est pas une, ce pôle de compétences? C'est parce que, fort de nos 30 ans d'expérience sur la SCPI, on était sans arrêt sollicité à l'UNEP pour des conseils sur les supports immobiliers du marché. Et on s'est dit, à force de pratiquer de façon informelle cette activité, il serait bon de la formaliser au travers d'une structure. Alors, l'idée, c'est très simple, c'est d'accompagner les CGP dans leurs allocations d'actifs en matière de SCPI. Et pour ce faire, on va leur mettre à disposition des outils, principalement des outils d'allocation d'actifs, spécialement, j'allais dire, dédiés à la SCPI. On va les accompagner dans des actions commerciales, des réunions clients, des formations, et puis on va les accompagner au quotidien. J'allais dire, on va faire à la fois un front office et un back office, c'est-à-dire que dès qu'il y a des soucis, au niveau d'une souscription, au niveau de commission, au niveau de relations avec la société de gestion, on va intervenir. Donc le point très important à retenir, j'aurais dû commencer par là, c'est qu'on est toujours attaché à nos valeurs. On est une structure où l'humain est fondamental et on est indépendant. Donc on n'a aucune pression pour choisir tel ou tel produit. Et le point qui va avec, après, on aime bien écouter, échanger et surtout être très réactif. Alors on va passer rapidement les slides. La slide suivante, parce que là, je vous avais remis la plaquette pour ceux qui n'assistent pas, vous aurez un peu les détails. Donc là, il y a 700 CGP avec qui on travaille et nous avons sélectionné 9 sociétés de gestion. Donc, nous sommes complètement en architecture ouverte. Alors, les avantages, on va les sélectionner des sociétés de gestion qu'on va vous proposer. On va choisir une à deux SCPI par thématique. Le but, ce n'est pas d'avoir 50 produits, c'est de répondre aux besoins du client final. Et bien entendu, nous, on est complètement transparent. C'est-à-dire vous allez signer une convention avec chaque société de gestion sélectionnée et nous sommes complètement transparents. Donc, évidemment, vous avez 100% des rétrocessions de la société de gestion. Donc, c'est le point important. Nous ne sommes absolument pas un coup de frottement pour vous, CGP. Alors, certains me diront, mais alors, vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, comment vous rémunérez? Nous négocions sur la marge des sociétés un petit delta pour l'animation commerciale qu'on leur propose sur tout le territoire grâce à nos sites commerciaux qui sont répartis partout en France. Alors, on va aller assez vite. Comment on va faire? On va aller à la slide suivante. Voilà. On va analyser les souhaits du client. Je passe très rapidement. Est-ce qu'il veut du direct, de l'assurance vie, des membrements, etc. Ensuite, on va regarder les choix des SCPI qui correspondent aux clients. Alors attention, il y a des choix rationnels et il y a des choix irrationnels. C'est pas vous que je vais l'apprendre. La psychologie du client est importante. Quand vous avez un client qui vous appelle et qui dit je veux du rendement, mais je ne peux pas saquer les Parisiens, mot à mot, vous êtes obligé d'en tenir compte, vous n'allez pas lui proposer une SCPI de bureau parisien. C'est un exemple, mais la psychologie du client compte aussi et ses aversions à certaines thématiques ou à certains secteurs d'activité. Donc, on va construire un portefeuille avec des ratios financiers. On va les éplucher régulièrement, mettre les mains dans le cambouis au niveau des portefeuilles des SCPI, des valorisations d'actifs. Et ensuite, on va créer cette allocation. Il y a un point aussi important, c'est que qui est très important, parce qu'il y a des critères financiers, c'est très bien, mais il y a des critères qui ne sont pas très quantifiables, mais fondamentaux en matière de SCPI, c'est ce que j'appelle la cohérence de la politique commerciale.
On en reparlera plus tard, ce fameux couple rendement-collecte qui, pour ceux aujourd'hui, enfin investissement-collecte, pardon, pour ceux qui aujourd'hui l'ont suivi, on verra que ces SCPI s'en tirent très bien. Et pour ceux qui ont un peu déraillé par un excès de collecte, on se rend compte qu'aujourd'hui, on en paie un peu les frais. Mais ça fait 10 ans que vous entendez ce discours dans notre bouche, donc ça n'a rien de nouveau. Mais c'est un point très important, la cohérence de la politique commerciale, quelle clientèle finale, quelle collecte à tout prix ou collecte limitée. Voilà. Je ne m'attarde pas plus, je suis très bavard. Alors juste, on va passer au tableau suivant qui est la liste des SCPI. Donc, vous voyez, on a 9 sociétés de gestion. Vous avez la liste des SCPI qui apparaît, et chacune avec des particularités. Vous avez Activimo, qui est une SCPI de logistique, Altixia, avec une SCPI qui distribue des revenus mensuels, ou une SCPI commerce qui est éligible aux US personnes. Donc, tout ça, ça correspond à des demandes. On a des SCPI régionales avec Cap Foncière et Territoire et avec Sogénial, cœur de région, en bas du tableau. On a Hirokozen, nouvelle entrante dans le marché, qui bouleverse un peu les codes reçus avec 0 de frais d'entrée, qui correspond à une clientèle notamment haut de gamme et qui est très prisée. Norma Capital sur la santé et l'éducation. Bon, Sophie la maison mère, enfin le vaisseau amiral historique avec la fameuse Immorante, dont Christian nous parlera tout à l'heure. Et FIMO SCPI de bureau, Immorante 2, SCPI assez atypique, particulièrement intéressante. Et puis Sogénial avec maintenant l'ouverture sur l'Europe avec Cœur d'Europe. Donc voilà un peu comment on fait. Et on est très prudent sur les rentrées dans cette liste. Et par contre, je réexplique le mécanisme du début. Quand vous allez signer une convention avec une société de gestion, vous avez bien entendu accès à toute sa gamme. Donc, je prends un exemple. Si vous signez une convention avec Norma Capital pour faire Invest, SCPI de santé et éducation, vous aurez accès à Vendôme Région, qui est une bonne SCPI régionale qu'on n'a pas sélectionnée parce qu'on a déjà Foncière et Territoire et Sogénial. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai, en assurance vie, évidemment, ça c'est le cœur de métier de l'UNEP, on a une offre SCPI assez complète. Des SCPI traditionnels sur le contrat Oradea, qui est notre contrat historique, des SCPI plus innovantes et plus récentes sur notre nouveau contrat depuis 4 ans avec Prépar, assureur de la BRED, sur lequel on peut être investi jusqu'à 100% en SCPI. Donc ça, c'est historiquement notre fer de lance et notre marque de fabrique à l'UNEP. Voilà, donc dernière slide, je vais relaisser la parole à Sabine. En résumé, on est là pour vous aider, de l'accompagnement humain, la veille concurrentielle. On est là pour vous faciliter la vie. C'est gratuit, donc profitez-en. Et retenez la dernière slide qui va suivre, et c'est la plus importante, la slide suivante, voilà, avec Focus SCPI, j'adore ce slogan, optimisez votre couple rendement sommeil. Sur ce, je rends la parole à Sabine en vous remerciant de votre écoute. Et on est à votre disposition, vous aurez nos contacts, Ilona, moi-même et Guillaume Lebellégo, directeur commercial, à la fin de cette présentation. Merci Patrick. Je reprends la main. Voilà, vous avez la photo de Patrick et Ilona Sanescu qui sont là pour vous accompagner. Pour ma part, pendant une petite demi-heure, je vais vous aborder les points macro. Alors, je ne sais pas si vous me voyez en visio. Patrick, si tu m'entends. Oui, on te voit, on te voit. Très bien, merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'aborder un peu ensemble toutes les actualités dont on entend parler en ce moment. Quoi de neuf, j'allais dire, au pays des SCPI. On entend parler des hausses des taux immobiliers. La BCE a publié ses taux la semaine dernière, les taux les plus élevés depuis 20 ans pour les taux directeurs et donc derrière les crédits immobiliers. On entend parler de baisse de valorisation des parts des SCPI. Bref, depuis quelques semaines, il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait un journaliste spécialisé ou un conseiller en gestion de patrimoine qui parle de tout ça. On va beaucoup parler aujourd'hui d'expertise de biens immobiliers, mais avant d'aborder ce cœur, et je veux dire, c'est vraiment le sujet principal, l'expertise des biens immobiliers que détiennent les sociétés de SCPI, est-ce que la SCPI va mourir? Parce qu'on entend beaucoup parler, la SCPI va disparaître, c'est la fin de ce produit. Je rappelle que la SCPI, c'est presque un dinosaure au sein des produits d'épargne. Ça a été inventé dans les années 60. Tout à l'heure, Christian vous parlera d'une crise déjà abordée dans les années 90. Donc, ce n'est pas sa première crise, elle est
Il y a eu la crise des années 90, il y a eu la crise des subprimes en 2008, et il y a eu la crise des Covid. Et là, aujourd'hui, on se demande est-ce que la SCPI va être terrassée par les taux d'emprunt, une fois de plus, les plus élevés depuis 20 ans. On s'était fortement habitué à avoir autour de 1, 1,5. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de taux d'emprunt autour de 5. D'ici la fin de l'année, j'allais dire un taux moyen d'emprunt dans un monde bancaire, immobilier, on est autour de 3,5. Il y a 200 SCPI en France et leur taux d'endettement moyen est autour de 17% à fin décembre dernier, selon les chiffres de l'ASPIM. Il ne faut pas oublier que derrière la SCPI, on parle d'un sous-jacent qui est un sous-jacent immobilier. Et ce sous-jacent, on a tendance à l'oublier, mais c'est de la détention sur du long terme. Il y a de la gestion d'actifs avec des baux des 369. Il y a de la gestion locative à faire au niveau de la SCPI. Trouver les locataires, des locataires de bonne qualité qui vont être en capacité, dans une période de crise, de tension économique, de payer leur loyer, peut-être de les accompagner en faisant des franchises locatives, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, des changements de locataires, de la rénovation à faire. On est dans un décret tertiaire sur lequel on demande à avoir des logements de moins en moins énergivores. Ça touche aussi bien l'immobilier résidentiel que l'immobilier tertiaire. On parle de plus en plus aussi de rénovation technologique, à l'ère où tout le monde fait du télétravail, par exemple. Quand on revient au bureau, il faut du haut débit. Et on parle de plus en plus de nouvelles données, on va dire écologiques, sur des logements que peuvent détenir, enfin des logements, pardon, un parc immobilier que peut détenir la SCPI, avec entre autres, par exemple, des fermes verticales. On est très en retard en France. Je rentre de 3 semaines au Canada, sur lequel, dans le downtown, donc le centre de Montréal, ça fait très longtemps qu'en haut des immeubles sont installées des fermes verticales, tout ça pour lutter contre le réchauffement climatique et l'absorption du CO2. Je rappelle que le Canada, c'est 25 fois la taille de la France, 2 fois moins d'habitants, mais la notion écologique a déjà été prise en compte depuis très longtemps. Donc on demande cette même évolution en France. Des installations de microforêts également, partout on peut en installer. Bref, il y aura des travaux à effectuer, des évolutions à faire sur du parc détenu. Et ce qu'il faudra vérifier, c'est quelle est la capacité de la société de gestion d'accompagner ces évolutions sur le parc immobilier qu'elle peut détenir. Quand on parle également d'immobilier à long terme, les transactions sont longues. On parle de 6 mois de mise en place d'une transaction. Les droits de mutation sont élevés en France, ce qui ne donne pas forcément envie d'arbitrer en revendant rapidement du patrimoine immobilier. Mais mine de rien, toute cette inertie, ça protège des mouvements violents qu'on peut rencontrer en ce moment. C'est un problème conjoncturel et non pas structurel. Et quand on regarde quelle est la moyenne de durée de détention des parts des SCPI par nos clients, vous serez assez surpris d'apprendre que cette durée de détention moyenne, c'est 22 ans. On est vraiment sur de l'immobilier long. C'est un produit qui apporte de la rente, c'est un produit qui permet de préparer soit les études de ses enfants, soit, a fortiori en ce moment, la retraite, avec une durée de rallongement du temps de travail et un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Donc, on est vraiment sur un objectif long. Et durant cette longue période, eh bien, on peut avoir des situations parfois conjoncturelles. Christian reviendra tout à l'heure dessus, sur la crise qu'il a pu vivre dans les années 90. L'avantage également de la SCPI, c'est qu'elle permet différentes combinaisons. Déjà, d'avoir un ticket d'entrée moindre que si on devait acheter de l'immobilier en direct. Tout à l'heure, Patrick, tu parlais sur les contrats assurance vie d'un ticket d'entrée à 50 000 €. Ça permet de l'acheter en tiers ou démembré, de l'acheter cash ou éventuellement d'avoir recours à du financement. Je sais que c'est plus compliqué le financement aujourd'hui, mais on trouve encore des solutions. Et ça permet également de l'absorber à l'intérieur d'un contrat assurance vie. Donc non, la SCPI ne va pas mourir. Elle a encore de belles journées devant elle. C'est à nous de rassurer nos clients. Alors je dis nous parce que Accessible, c'est un cabinet en gestion de patrimoine situé à Bordeaux. Et pour ma part, j'ai créé Accessible Formation il y a 5 ans à l'intérieur de ce cabinet en gestion de patrimoine qui vous accompagne sur vos besoins en formation. Donc il y a des bonnes nouvelles. La SCPI ne va pas mourir. Elle s'est beaucoup démocratisée depuis les 10 dernières années. Et le meilleur bouclier que peut avoir la SCPI, c'est l'indexation des loyers qu'elle peut avoir. Cette année, jusqu'en mars en 2024, on a un plafond d'indexation des loyers à 3,5. Donc, on suit tout de même l'inflation. C'est un produit qui suit l'inflation. Et on s'attend probablement à une révision des loyers en 2023 autour de 4,5.
certes moins élevé que l'inflation, mais c'est du patrimoine qui suit quand même l'évolution de la vie. Donc, c'est un marché qui est chahuté, mais ça reste un marché très dynamique. J'en veux pour preuve le montant de la collecte au premier semestre 2023, 4 milliards de collecte. Ça fait partie des meilleurs semestres enregistrés pour la SCPI ces dernières années. Certes, c'est en baisse de 20% par rapport à 2022, mais bien loin des 40 voire 50% de baisse de ventes immobilières chez les promoteurs immobiliers, par exemple sur le neuf, ou des ventes immobilières sur le marché de l'ancien. Donc, ça reste plus mesuré sur la baisse. Et cette baisse est surtout liée à un ralentissement de la collecte sur le marché institutionnel. Au 30 juin 2023, la capitalisation des SCPI atteint pratiquement les 100 milliards. On est à 93,4 milliards, avec du coup des acomptes distribués sur le premier semestre 2023 en hausse, plus de 2,5 en évolution moyenne pondérée par rapport au premier semestre 2022. Et enfin, rapporté au prix de référence au 1er janvier 2023, un taux de distribution moyen servi par l'ensemble des SCPI, toutes catégories confondues. Et Laurent Boucher aura l'occasion de revenir sur les marchés immobiliers en particulier, je pense au bureau et au commerce entre autres. Ce taux de distribution s'établit autour de 2,20 au premier semestre. Et il y a une donnée, et j'en ai parlé tout à l'heure, qui est importante, volatilité très forte des taux en ce moment, qui donne donc des coûts de financement élevés, avec certains, on va dire, volumes de transactions qui peuvent être amenés à baisser du fait, on va dire, de ces coûts de financement élevés et qui vont venir diminuer la rentabilité finale. Ceci dit, il y a des vraies opportunités qui se créent, on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais faire un petit focus quand même sur la ZAN, zéro artificialisation nette en 2050. L'idée, c'est partout, on ira construire et donc prendre à la nature de l'espace. Il faudra le restituer à la nature. Ça veut dire que les locaux existants seront amenés à évoluer, puisqu'on ne pourra plus construire de nouvelles surfaces. On a beaucoup parlé il y a 2 semaines de la France moche. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme qui avait été employé par les journalistes. La France moche, tous ces centres commerciaux d'activité sur lesquels on parle de plus en plus de faire la ville à 15 minutes, à un quart d'heure, c'est-à-dire de construire au milieu de ces centres commerciaux de l'immeuble de bureaux et de l'immeuble résidentiel pour faire en sorte que, et d'autant plus cette nouvelle génération, puisse être à 15 minutes de son lieu de travail à pied ou en mobilité douce, 15 minutes de ses courses et 15 minutes d'un réseau routier ou d'un réseau de transport en commun. Donc, on va avoir une vraie évolution. Certaines SCPI, par contre, qui seront soumises, on va dire, à des échéances de remboursement, seront peut-être, elles, contraintes de réaliser des ventes forcées pour regonfler leur trésorerie et faire face à d'éventuels retraits de la part de leurs clients. Donc, je vous l'ai mis sur une slide un peu plus loin. Un point qu'il faudra regarder, c'est effectivement la trésorerie des SCPI sur lequel vous souhaitez accompagner le client. Pour la valorisation des parts, je ne reviens pas sur l'actualité, sur lequel on a beaucoup parlé de 9 SCPI. 9 SCPI sur 200 SCPI en France, hein, donc il faut quand même relativiser le chiffre. 9 SCPI qui ont dû baisser la valorisation de leurs parts. Ce sont essentiellement des SCPI qui sont filiales de réseaux bancaires, des poids lourds du secteur et qui sont très exposés sur le bureau. Laurent Boucher aura l'occasion d'y revenir. Hein. Le bureau subit de plein fouet la hausse des taux pour le financement, un ralentissement économique avec moins de besoin d'occupation, on va dire, de bureau et surtout l'essor du flex-travail et du télétravail et une particularité de bureau, mais je le laisserai l'annoncer. Mine de rien, on a tout de même des SCPI qui, elles, ont valorisé leur part. Je le mets sur un slide un peu plus loin. Tabithe, je peux te couper la parole 2 secondes? Oui. Juste un petit commentaire sur la valorisation des parts. Donc, les SCPI, il n'y en a que 9. Bon, déjà, là, il y a toutes celles de Primonial que je ne vois pas. Il y en a les nouvelles chaque semaine. Mais un petit commentaire quand même. Ce qui est embêtant, je prends Amundi par exemple, Amundi pèse 10% du marché. Donc quand vous voyez un taux de baisse moyen de 15% chez Amundi, 13, 17, 12, ça doit faire du 15, ça veut dire que l'ensemble du marché, à la fin de l'année, les statistiques SCPI vont sortir une dévalorisation de 1,5% si personne d'autre ne bougeait.
Voilà. Et donc après, c'est pour ça que le client, quand il va voir les chiffres moyens du marché, il y a un gros effort pédagogique pour dire qu'il y en a qui s'en sortent bien. Exactement. Et donc, la question, c'est les réponses. Est-ce que les SCPI seront contraintes de baisser leur prix de souscription? J'allais dire, les réponses dépendent de la valeur d'expertise des biens. Je rappelle que l'AMF a fait une cartographie des risques en classant le bureau comme un risque plus important, dans une moindre mesure le commerce et dans une mesure encore moindre la logistique et la santé, par exemple. Donc, l'obligation pour les sociétés de gestion de réaliser des valeurs d'expertise au plus tard en septembre de cette année. D'ailleurs, beaucoup des CPI, je rappelle qu'il y a une obligation de réaliser une expertise sur visite une fois tous les 5 ans. Et ensuite, chaque année, pendant les 4 années suivantes, c'est une expertise sur papier. Donc, on réévalue à la hausse ou à la baisse le patrimoine immobilier détenu pour pouvoir ajuster ensuite ces valeurs de reconstitution. Certaines SCPI pratiquent même des rollings, c'est-à-dire sur un rythme trimestriel sur papier, elles vont revaloriser leur patrimoine. Donc la question numéro 1, c'est quelle sera éventuellement l'ampleur de la baisse du patrimoine détenu en fonction du taux d'occupation de ce patrimoine et éventuellement des travaux à réaliser si c'est un patrimoine un peu ancien. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quel sera l'écart qui va en résulter entre les prix de souscription et les valeurs de reconstitution révisées. J'ai mis un tableau un peu plus loin pour l'expliquer plus facilement. Et enfin, la troisième, c'est quelle sera la stratégie commerciale qui sera effectuée par le gestionnaire. Est-ce qu'il va plutôt partir sur une valeur plutôt en bas, on va dire, de la fourchette autorisée de plus ou moins 10% et donc afficher une décote de ses parts d'SCPI, ou au contraire, il va aller en haut de la fourchette et plutôt afficher une surcote? Mine de rien, l'essentiel, c'est de vérifier quelle est la teneur de ce patrimoine et sa capacité sur du long terme à conserver sa valorisation. Je ne sais pas si tu souhaites intervenir, Patrick, sur ce point. Non? Alors, Non, c'est bon. je continue. C'est bon. Justement, ce tableau a son point d'important. La valeur d'expertise, elle va être déterminée par le patrimoine détenu, donc sur visite une fois tous les 5 ans. L'AMF a tout de même demandé à remettre en place des expertises plus pointues sur le patrimoine pour avoir une vraie valeur de réalisation. Ça peut être, effectivement, cette valeur d'expertise peut être amenée à évoluer en fonction des opérations d'achat ou de revente que va décider le gestionnaire. Sur la valeur de reconstitution et non pas de constitution, je vois une petite coquille sur mon slide, donc ces valeurs de reconstitution, on va rajouter à cette valeur d'expertise les frais d'acquisition de notre immeuble, les droits de mutation sont quand même assez importants en France. Et de ça, le prix de souscription, on aura une latitude par rapport à notre valeur de reconstitution de plus ou moins 10% de fixer notre prix de reconstitution, donc notre prix de souscription. Pour sa part, la valeur de retrait, elle est déterminée par la société de gestion entre les frais de souscription et donc notre valeur de retrait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Patrick, certaines sociétés de gestion décident de ne pas pratiquer de frais de souscription pour que la valeur de retrait soit égale au prix de souscription. Tu veux rajouter un point? Je sais que c'est Juste slide. un petit ajout, oui, juste, il y a des effets patrimoniaux. Donc effectivement, si la valeur d'expertise, on dépasse le couloir des 10%, on va être obligé de baisser son prix de part. Mais en sens inverse, il peut y avoir aussi des effets uniquement commerciaux. Je m'explique. Prenons une SCPI avec une valeur de reconstitution de 100. Donc, je peux mettre mon prix de part à 110 ou à 90. Supposons qu'il ne se passe rien. Mon patrimoine n'a pas bougé. J'encaisse un revenu de 5. Donc, j'ai 100, j'en touche 5. Si demain, je mets mon prix de part à 90, et ben mon rendement, 5 pour 90, ça va me faire du 5,50. Si je le mets à 110, mon rendement, pour le même loyer perçu, va passer à 4,50. Donc, il y a aussi un petit effet de manchette. Je me permets de le dire parce qu'il y en a un ou deux qui l'ont fait alors que leur patrimoine se portait bien, mais juste pour avoir un rendement qui soit boosté facialement dans les classements. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, en 2022, on avait seulement 18% des SCPI qui avaient des prix de souscription supérieurs à la valeur de reconstitution. Donc,
pour abonder ce que tu disais, Patrick, mécaniquement, on avait 82% qui avaient un prix de souscription inférieur à la valeur de reconstitution pour aller chercher cette rentabilité. Certains gestionnaires, qui sont d'ailleurs extrêmement prudents sur leur expertise ces dernières années, disposeraient même d'une importante réserve de valorisation. Et on pourrait peut-être même voir d'ici la fin de l'année, en fonction des expertises dont les dernières expertises doivent se réaliser en septembre, des revalorisations de parts à venir. D'ailleurs, 40% des SCPI ont constaté des hausses de la valeur de reconstitution en 2022. C'est pour abonder tout ça. Alors, plutôt des SCPI récentes qui sont plutôt allés sur des SCPI dits de tourisme résidentiel ou d'autres thématiques assez résilientes, entre autres la logistique, qui est une thématique qui est en forte progression. Par contre, ce qui est très important d'étudier, ce qu'on fait systématiquement dans nos allocations, c'est pas qu'une SCPI, une valeur de reconstitution inférieure à 2-3% au prix de souscription ou supérieur, c'est pas du tout gênant à partir du moment où c'est une politique régulière. Donc vous avez, ce qui est intéressant, c'est de tracer un couloir entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Et là où ça devient très dangereux, et ça c'est visible, c'est quand vous avez un effet ciseau. Alors, je prends un exemple, vous avez là, je crois que c'est une des premières qui a dévalorisé, Laffitte, Pierre. Bon, il y avait un couloir avec la valeur de reconstitution qui était quasiment calée sur le prix de souscription. Et vous avez la valeur de reconstitution, il y a un an, qui s'est cassé la figure. Donc, le prix de part, et le prix de part, ils l'ont augmenté. Donc là, vous avez un effet ciseau, vous êtes sûr qu'il va y avoir une correction dans les années qui suivent, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, est-ce qu'il y a des SCPI qui sont plus en souffrance que d'autres? Très clairement, on pense aux bureaux en région parisienne. On en a parlé tout à l'heure avec le Covid, le télétravail, le flex-travail, avec peut-être aussi des acquisitions ces dernières années d'actifs plutôt à des prix élevés, à la faveur, on va dire, de taux d'emprunt très bas. Et donc, c'est ces actifs un peu élevés qui pourraient être révisés à la baisse. Il faut rassurer nos clients. C'est un phénomène conjoncturel. Et des refinancements qui seront peut-être un peu plus complexes dans les mois à venir avec des taux de crédit élevés. Quoi qu'il en soit, quels sont les points d'interrogation qu'on peut avoir pour les mois à venir? L'expertise, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce rapport sur la cartographie à risque et la volonté de l'AMF de demander des expertises pour avoir un vrai, on va dire, reflet des prix immobiliers actuels et avoir des valeurs expertises qui collent au marché aujourd'hui. Il faut bien rassurer nos clients. Les SCPI qui détiennent des actifs anciens disposent plutôt de patrimoine important, ce qui leur fait plutôt une gestion avec une solidité mécanique. Donc, il faut rassurer nos clients, même si on a à l'instant T des valeurs baissières, on va dire, des prix de part dans les années à venir, une fois de plus, on a une durée de détention longue, ça devrait changer. Si on veut limiter le risque pour nos clients, on peut regarder la granularité de la SCPI, sur quel actif elle est et sa répartition donc des risques. On peut également vérifier sa liquidité pour être amené à réaliser des travaux dans les années à venir, entre autres de mise aux normes imposées par le législateur. Et bien évidemment, on en a parlé, la valeur des parts pour notre SCPI. Des points importants également à regarder, c'est quel est le taux d'occupation financier. Tout à l'heure, Patrick, sur le tableau que tu as diffusé, on avait des taux qui étaient importants. Certains même affichaient des taux d'occupation financière à 100%. Vous pourrez reprendre le tableau que vous a diffusé, Patrick, tout à l'heure. La moyenne à fin juin 2023, ce sont des chiffres assez récents, le TOF est à 93,4%. Il faut juste faire attention aux travaux à venir pour les contraintes énergétiques qui pourraient amener les sociétés de gestion à devoir vider certains biens, ne pas laisser des locataires en place le temps de réaliser les dits travaux. Pour le taux d'occupation physique, c'est vraiment de vérifier la qualité de la gestion. Si ce taux est en progression au fur et à mesure du temps, ça permet aussi de mesurer la performance de notre SCPI qui arrive à adapter le parc qu'elle gère aux exigences du marché. Donc, c'est un taux intéressant. Et en fin de compte, et je vais y arriver, finalement, le taux de recouvrement, c'est un indicateur à relativiser et à confronter aux dividendes qu'on peut percevoir.
Puisque dans certaines situations, on peut mettre en place des franchises locatives, soit pour capter un client que l'on veut absolument avoir parce que c'est une belle signature et qu'on a une qualité, on va dire, et ça va nous rassurer sur les loyers à venir. Donc, on peut mettre en place des franchises de loyers pour ces clients, pour capter ce client et ou pour faire face peut-être à des travaux à venir qui vont apporter une gêne pour l'usager et on souhaite mettre en place donc une certaine franchise de loyer pour conserver cette qualité de locataire. Donc la qualité de locataire, évidemment, elle est primordiale, surtout dans un contexte économique chahuté. Et il faut vraiment mettre aujourd'hui, les sociétés de gestion le disent, hein, le locataire au centre des préoccupations, car sa capacité à payer les loyers sur du long terme, c'est la clé. Hein. Une fois de plus, on fait de la gestion locative. Donc il faut des bonnes valeurs patrimoniales avec les bons emplacements pour avoir les meilleurs locataires possibles. J'ai beaucoup parlé de tout ce qui était contraintes environnementales, le DPE qui va frapper donc l'immobilier résidentiel, le décret tertiaire qui, lui, va frapper tout ce qui est bureaux, centres commerciaux. Donc aujourd'hui, le poste le plus consommateur d'énergie en France, c'est le bâtiment sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas indépendants d'un point de vue énergétique, hein, la France, donc la volonté, c'est d'aller grignoter poste par poste, ce qui peut amener à réduire, on va dire, les factures, les consommations énergétiques et donc notre dépendance. Donc c'est lancé, c'est parti, c'est en route. Les échéances, elles sont de plus en plus courtes, de plus en plus proches. Et inévitablement, pour les SCPI plus anciennes, eh bien, il y aura des travaux à prévoir ou des arbitrages à effectuer au niveau de la détention des biens immobiliers, avec peut-être des ventes à venir pour sortir de ces biens-là et aller chercher de nouveaux biens. La ZAN, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Concernant justement et face à ces contraintes environnementales, je veux dire, les sociétés de gestion peuvent avoir deux visions d'investissement différentes. Toute crise amène des opportunités. On est face à une crise en ce moment. La première chose, dans un marché chahuté, c'est peut-être sélectionner des investissements qui pourraient être performants et pertinents sur du long terme, d'achat à la casse. On peut arriver, si on détient des liquidités ou une capacité d'emprunt importante, à faire de belles opérations. La deuxième, c'est d'aller chercher des thèmes qui continuent à être en croissance. Et je pense par exemple à la logistique. Il fut un temps un peu ancien, c'était au siècle dernier, sur lequel je travaillais pour Decathlon, vraiment temps ancien. Je vous prends l'exemple de Decathlon, belle successorie française, puisqu'à l'époque, Decathlon, on est dans les années 90, il y avait un centre de logistique qui était au siège à Villeneuve-d'Ascq et qui alimentait l'ensemble des Decathlon en France. Aujourd'hui, il y a des structures de logistique partout où il y a plusieurs Decathlon, donc plutôt dans les grandes villes. Pourquoi ? C'est que la livraison une fois par semaine dans le Decathlon a mené à avoir des ruptures et donc des pertes de vente. Donc l'idée, c'est d'être au plus près pour alimenter en continu du stock au magasin et éviter ces ruptures. C'est une image que je vous donne, mais on est de plus en plus sur de la proximité pour alimenter les 10 magasins. Et donc, on voit fleurir de plus en plus de structures de logistique pour être au plus proche et répondre à ces besoins. Une autre thématique qui se développe beaucoup sont les retail parks, avec la volonté de faire des petits centres commerciaux, avec des boutiques qui ne seront pas forcément rattachées à une grande enseigne alimentaire, Auchan, Carrefour, Leclerc et les autres, mais plutôt des commerces qui peuvent être des commerces de services, plus à proximité, avec une facilité de stationnement en dehors des centres-villes pour répondre aux besoins aujourd'hui des usagers. La deuxième chose, c'est de choisir des actifs, au contraire, très décotés, pour aller cette fois-ci chercher des performances fortes sur l'avenir. Donc, deux visions d'investissement différentes, des opportunités à saisir, en achetant probablement des actifs moins chers sur l'année ou les 2 ans à venir, dans le contexte actuel, et donc sur du long terme. Cette période, je rappelle, durée des détention, 22 ans, cette période peut apparaître comme justement une vraie période d'opportunité. Et d'une façon générale, je dirais que les SCPI anciennes ne jouent pas tout à fait la même partie aujourd'hui que les SCPI plus jeunes. Les plus jeunes, celles qui entrent sur le marché, ont de vraies opportunités à saisir. Les plus anciennes, elles, devront veiller à maintenir la compétitivité de leur patrimoine pour répondre aux exigences de leurs locataires.
Ce qu'il faudra donc vérifier pour nos clients et les éléments à déchiffrer, c'est quelle est l'ancienneté justement de cette société, quelle est sa taille, quel est son rythme de collecte, sa capacité à faire de nouveaux investissements, quelles sont ces typologies des actifs qui sont sous-jacents. Est-ce qu'on a des bureaux en centre-ville, des bureaux en périphérie? Je laisserai Laurent Boucher vous donner tous ces indicateurs. Il en est de même pour les commerces. Est-ce qu'on est les commerces en pied d'immeuble, en centres commerciaux, en retail park? Quelles sont les zones géographiques? Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on se diversifie sur de l'Europe? Est-ce qu'on est sur Paris? Est-ce qu'on est en province? Et puis, vérifier le ratio collecte-capitalisation. J'ai voulu vous faire un peu une photo, et j'ai pris les sources de la SPIM, une photo aujourd'hui des acquisitions 2023, premier semestre consolidé versus 2022. Très clairement, on voit une nette baisse, on va dire, dans la collecte au profit des bureaux. La part de logistique augmente, ainsi que la part de la santé, la part du résidentiel aussi. Il peut y avoir des achats en allotement. Là, aujourd'hui, beaucoup de promoteurs souhaitent justement revendre parce qu'ils ont des difficultés de commercialisation des allotements complets. Ça reste à peu près étal pour le commerce, le tourisme. Donc, très clairement, une baisse au niveau des bureaux au profit de la logistique et un peu de la santé. Sur la province, elle tire son épingle du jeu. On sort un peu, on va dire, du marché purement parisien. Sur l'étranger, il y a quelques pays, on va dire, sur l'étranger qui tirent des opportunités, je pense plutôt sur le nord de l'Europe et entre autres sur les Pays-Bas, mais également les marchés Espagne à regarder. Le marché parisien, cœur de Paris, entre autres sur le bureau, reste encore une acquisition importante sur ce début d'année. Les opportunités à saisir, l'Allemagne, même si on entend beaucoup parler de récession en Allemagne, quand on regarde dans les détails le chiffre, leur récession, on serait bien content d'avoir les mêmes chiffres en France. Et un marché espagnol avec entre autres de la logistique qui se développe beaucoup. Voilà, j'ai mis une petite flèche sur le marché des Pays-Bas parce qu'il y a des vraies opportunités à saisir au niveau de ce marché. Voilà le point que je souhaitais vous faire sur la macro au niveau des SCPI. Je crois que j'ai à peu près respecté le timing. Bonjour à tous, Laurent Boucher, donc président directeur général de BNP Real Estate en Europe pour les transactions, l'expertise et le conseil. Et je vais commencer par, comme Sabine, par quelques éléments macro sur l'Europe. Donc, un petit mot sur la zone euro et le macro. Aujourd'hui, la croissance de la zone euro a été presque nulle en fin 2022 et finalement, c'est l'économie allemande qui est pour une fois en queue de peloton puisqu'elle devrait terminer à moins 0,2% sur toute l'année 2023. L'inflation restera élevée fin 2023 et elle sera encore largement supérieure à l'objectif de 2% fin 2024, ce qui va obliger la politique monétaire de la BCE à rester en territoire restrictif. Alors, si on parle maintenant, voilà, les volumes d'investissement, la hausse brutale des taux longs de 400 points de base en 18 mois a bloqué le marché de l'immobilier tertiaire. Les vendeurs se sont accrochés aux valeurs d'expertise de 2022 et les acheteurs anticipent les valeurs d'expertise 2024 avec des baisses prononcées. Donc forcément, il y a une inadéquation entre acheteurs et vendeurs, ce qui a provoqué une chute brutale des volumes d'investissement qui ont fondu en Europe de près de 57%. L'ajustement des prix se poursuit. J'ai mis dans le carré rose l'ajustement des prix entre mi-2022 et mi-2023. En fait, on est quasiment à 105 points de base de rendement de plus, ce qui veut dire qu'on a une baisse importante, quasiment de l'ordre de 20% des valeurs vénales partout en Europe. Alors, il est probable que l'ajustement des taux et des valeurs vénales se poursuivent au moins jusqu'en juin 2024 partout en Europe sur toutes les classes d'actifs. Alors, cette décompression des taux, elle
affecte également la logistique. Néanmoins, la logistique est quand même soutenue par un appétit constant des investisseurs, comme le disait Sabine, car c'est une classe d'actifs alternatifs essentielle pour la distribution via les canaux digitaux et physiques, comme l'expliquait Sabine pour le cas Decathlon, mais il y en a de nombreux. Si on regarde maintenant la courbe de l'investissement d'immobilier en Europe, et là je me suis permis de faire une projection. J'ai vu des questions tout à l'heure qui parlaient de 2022, mais quid de 2023, 2024, 2025. Donc on prévoit un point bas pour l'investissement en 2023 et une remontée progressive en 2024 et 2025. La future baisse de l'inflation ainsi que celle des taux directeurs devrait avoir un effet stimulant sur le marché de l'investissement, car justement des taux plus importants et un retour à la liquidité de la dette bancaire. Aujourd'hui, les volumes ne devraient quand même pas remonter au niveau pré-crise et se maintiendront à des niveaux modestes. On prévoit plus 15% en 2025 et encore plus 15% en 2024 et plus 15-20% en 2025. Pourquoi on ne va pas remonter au niveau pré-crise de 2019? C'est justement à cause de la dette bancaire. La dette bancaire avait un effet relutif sur les rendements immobiliers puisqu'on empruntait à 1% pour acheter à 3 ou 4%, quand aujourd'hui on emprunte plutôt à 5 ou 6% pour acheter à 5 ou 6%. Donc justement, il n'y a plus d'effet relutif des investissements grâce à la dette bancaire et c'est pour ça qu'on ne retrouvera pas des niveaux très importants. Un petit ordre d'idée, voilà, les SCPI, Sabine vous disait qu'elles étaient endettées à hauteur de 17%. Les fonds d'investissement et l'ensemble des acheteurs, sur 2019, on était plutôt à 30%. Donc 30% sur 42 milliards, on était à peu près à 12 milliards de dettes produites, quand aujourd'hui, on va plutôt être à 3, 4, 5 milliards de dettes bancaires produites. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est la consolidation des take-up. Ce qu'on appelle le take-up, c'est les transactions en mètres carrés des utilisateurs en Europe. Donc, les marchés utilisateurs résistent un peu mieux, malgré la persistance des incertitudes économiques et géopolitiques. L'activité locative est caractérisée par un intérêt toujours très fort des utilisateurs pour les immeubles neufs, avec des critères ESG, flexibles et adaptés aux nouveaux usages et surtout situés dans les quartiers centraux pour les bureaux et pour la logistique située au cœur des nœuds de transport. Alors, on a eu un ralentissement général en 2023 qui va être autour de moins 15% et on s'attend à une reprise limitée en 2024 de l'ordre de 5-6%, mais plutôt une stabilisation positive. Si on regarde maintenant les marchés utilisateurs en France, le marché des bureaux en Île-de-France, on peut qualifier ce début d'année de poussif pour le marché des bureaux franciliens, avec un retrait de 22%, puisqu'on est passé de 2 millions à une projection d'1,850,000. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que le marché des grandes surfaces est beaucoup plus poussif, les grandes surfaces, ça commence à peu près à plus de 5000 m², et là, on a un retrait de 35%, et le marché des mid-market, ce qu'on appelle le 0,5 000 m², est beaucoup plus résilient, puisqu'on est à moins 16%. Donc, il y a une nouvelle normalité qui s'installe. Il y a eu un effet Covid avec donc moins de gens qui venaient au bureau. Les entreprises ont déménagé pour prendre moins de surface et faire beaucoup plus de flex office et aller sur les quartiers centraux d'affaires. Alors justement, le take-up, comment se passe-t-il sur les différents quartiers? On va voir que le principe même de choix et de sélection des SCPI doit se faire, selon moi aussi, sur la localisation des actifs, puisque quand on voit ici la barre rouge, c'est la moyenne 10 ans des transactions. On voit qu'il y a
deux secteurs qui marchent très très bien aujourd'hui. C'est la couronne sud. La couronne sud, c'est le sud du périphérique, Malakoff, Montrouge, qui rebondit bien après 3 années. Il est au-dessus de la barre rouge. Et puis surtout, Paris QCA, quartier central des affaires, qui dépasse sa moyenne décennale de prise à bail. Donc là, c'est ce qu'on retrouve depuis maintenant 3 ans, c'est le désir de centralité qui reste très fort dans tous les secteurs d'activité économique. Et pour moi, ça doit être un des critères principaux, c'est la localisation, puisqu'on va voir ultérieurement qu'il y a des secteurs qui, au contraire de Paris QCA, sont en mauvaise posture. Si on regarde, par exemple, toutes les grandes transactions de plus de 5000 m², donc on observe un volume placé réduit avec seulement 29 transactions enregistrées à fin juin, mais 30 de plus en négociation très avancée. Ça nous permet de tabler sur un atterrissage autour de 650 000 m² placés en grande surface, ce qui atténue grandement la mauvaise performance de ce début d'année. Mais on voit où elle se situe. Vous voyez que Paris Centre, c'est le vert foncé, accueille une très grande majorité des entreprises, ainsi que la Défense, qui est juste au-delà de la Seine. Et également tout ce qu'on appelle la boucle sud, c'est-à-dire Boulogne, ici les Moulineaux, et puis le long du périphérique, soit sur Paris 13e, soit sur Malakoff et Montrouge. Alors, il y a un point qui est très important à prendre en compte, c'est le resizing. En effet, suite au Covid, suite au flex office, suite au désir de recentralité, on observe une baisse moyenne de 24% des prises à bail en grande surface. Quand nous étions à peu près à 14 000 m² pré-Covid, nous sommes aujourd'hui à 10 500 m², donc c'est 24% de moins. Il y a quelque chose de significatif aussi, c'est que la baisse de surface dépend si on est sur Paris ou en première couronne ou en deuxième couronne. Ce qui est totalement contre-intuitif parce que les loyers sont beaucoup plus chers à Paris. La demande moyenne à Paris ne baisse que de 9%. Parce que finalement, en fait, à Paris, on prend des surfaces annexes, des cafétérias, des services, beaucoup de salles de réunion qui compensent un peu la surface prise à bail pour les salariés en tant que tels. En revanche, en couronne, la diminution est beaucoup plus importante. C'est 40% de moins sur les prises à bail sur la première couronne nord parce qu'elle accueille justement beaucoup plus de middle et de back-office et qu'il y a finalement moins de services. Si on doit retenir finalement un seul chiffre sur la conséquence du télétravail, de l'organisation en flex-office, c'est moins 25% de surface occupée à périmètre constant de salariés. Les disparités géographiques en termes de taux de vacances. Et là, c'est vraiment important pour nos amis gestionnaires de SCPI. On voit qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de Paris, hormis Paris, Carnoës 18, 19, 20. On a des taux de vacances qui sont inférieurs à 5% sur Paris. Ça va du plus bas, Paris quartier des centrales des affaires, à 2% de taux de vacances, au plus haut, qui est rive gauche, Paris 14e et 15e, à 5%. Mais systématiquement, voyez là aussi le taux de vacances sur la barre rouge des 10 dernières années. Sur Paris, on est systématiquement avec des taux de vacances inférieurs à la moyenne décennale, ce qui veut dire que quand on est propriétaire de bureau, il faut vraiment être propriétaire de bureau sur Paris. Et on voit que les immeubles neufs, là, c'est vraiment portion congrue, puisqu'on doit être à 0,2% de taux de vacances sur les immeubles neufs, sur Paris QCA. Sur le centre-ouest, on est seulement à 0,7%. Sur les immeubles du 5e, 6e, 7e arrondissement, on est à 0,1% de taux de vacances des immeubles neufs. Il faut savoir que les immeubles neufs, sont ceux qui se louent en priorité. Si on regarde maintenant le croissant ouest, on voit que la vacance, elle est quasiment de 21-22% sur le croissant ouest en péridéfense et qu'elle est plutôt à 15%
sur la défense. Donc là, effectivement, on va le voir juste ultérieurement, c'est beaucoup plus compliqué. On doit donner des mesures d'accompagnement beaucoup plus importantes et ça pèse bien évidemment sur la rentabilité financière des actifs. Je vous ai fait un graphe qui est tout à fait illustrant de ce déséquilibre des différents marchés bureaux. Pour faire simple, les marchés en vert sont ceux qui sont en sous-offre, sur lesquels on aura beaucoup plus de rapidité pour les louer et surtout beaucoup moins d'incentives, c'est-à-dire de franchise de loyer à donner aux locataires. Sur Paris, on va donner en gros une année de franchise de loyer pour un bail de 9 ans. À la Défense ou en péridéfense, on va donner 3 années de franchise de loyer. Les marchés bleus sont ceux qui sont équilibrés, c'est-à-dire la boucle sud, Boulogne, ici les Moulineaux, mais on est quand même passé d'un marché de sous-offre de 1,4 années de stock à 1,9 années de stock. Sur Paris Nord-Est, ça se maintient. Et en revanche, on a vu en un an seulement, donc à partir de avril 2022 jusqu'à avril 2023, une dégradation, notamment sur la péridéfense, où on est passé de 4,6 années de transaction à 5,1 années de transaction pour louer son immeuble, et également sur la première couronne sud et la couronne nord, Saint-Ouen, Saint-Denis. Donc, c'est vrai que depuis le début de la guerre en Ukraine, la dégradation est très nette sur les secteurs de bureaux, à l'exception de Paris. Un petit focus maintenant sur les bureaux régionaux. Tout à l'heure, je crois que c'est Patrick qui faisait une plaisanterie sur les régions. C'est vrai que les régions marchent plutôt très bien. En région, avec 810 000 m² de bureaux traités au premier semestre, le volume de la demande placée est en baisse de 15%, mais comparable au premier semestre 2021. Lyon prend la tête de ce classement avec près de 115 000 m² traités en un semestre. Bordeaux est le nouveau dauphin avec près de 100 000 m², en très forte augmentation par rapport à 2022, et Lille complète le tableau à 94 000 m². Il faut savoir que Toulouse, qui a été sévèrement touchée avec la crise du Covid et la crise qui a touché le secteur de l'aéronautique, se porte très bien et revient en force. On enregistre de très nombreuses transactions de bureaux maintenant que Airbus et ses sociétés périphériques enregistrent de très très nombreux contrats et donc la confiance est revenue sur le marché toulousain avec de nombreuses prises à bail. Aix-Marseille conserve sa position dans le top 5 avec un niveau de demande placée comparable à sa moyenne décennale. Et puis ça marche également très bien sur Nice-Sofia ou encore à Rouen qui double ses surfaces de prise à bail. Si on regarde maintenant les loyers, parce que les loyers, c'est quand même relativement important, à l'image du secteur francilien, les valeurs locatives neuves sont orientées à la hausse pour les secteurs les plus recherchés. Ainsi, on observe une progression significative de loyers prime à Lille, Toulouse et Montpellier. Les loyers demeurent stables sur Lyon, Bordeaux, Marseille, et le loyer prime le plus élevé en région atteint 330 € du mètre carré à Lyon. Un petit mot maintenant sur le commerce. Alors, le commerce est un bon baromètre de la société via la consommation des ménages. Ainsi, nous observons un renversement des tendances depuis plusieurs trimestres, à savoir une très forte dynamique des deux extrêmes, à savoir le luxe et le discount, au détriment du milieu de gamme qui s'amenuise très très fortement. Malgré ce que les commerces ont traversé au cours des dernières années, gilets jaunes, grève, Covid, chute du tourisme, la vacance s'est globalement résorbée depuis 2020, mais reste très disparate selon les artères. Sur Paris, quartier central des affaires, le taux de vacances en bureau est de 2,5%, mais il dépasse toujours 10% sur le secteur de l'avenue de l'Opéra et sur le boulevard Saint-Michel. En région, Nantes et Strasbourg font figure de bons élèves avec seulement un taux de vacances de 5%, quand Marseille affiche malheureusement un taux de vacances supérieur à 11%. Alors, sur Paris,
j'ai voulu faire ce slide parce que les choses sont totalement différentes. Côté valeur locative prime, on a toujours le triangle d'or, Champs-Élysées, Montaigne, François Ier, qui avec le tourisme, le retour des touristes s'en sort très bien en affichant des progressions sur un an en termes de valeur locative. D'autres axes démontrent une très bonne résilience sur la rive droite, le Marais, la rue de Rivoli, Terme-Passy. En revanche, les quartiers Haussmann, Paix, Madeleine se stabilisent et le secteur rive gauche marche à l'image du secteur boulevard Saint-Germain qui est en hausse avec 4 500 € du mètre. Donc là, vous aurez les slides plus tard, mais le vert augmente et puis on a quelques secteurs, notamment le Faubourg Saint-Honoré et l'Opéra, qui diminuent. Maintenant, la périphérie. Comme l'a dit Sabine, je vais vous proposer un zoom sur le format résilient et attractif pour les enseignes et pour les consommateurs. Ce sont les commerces de périphérie. Des concepts qui sont adaptés au mode de vie des ménages français, avec la présence de nombreux retailers pour un coût immobilier maîtrisé, qui permettent aux commerçants de proposer leurs produits à un juste prix et les consommateurs sont au rendez-vous puisque les valeurs locatives n'ont pas baissé et les chiffres d'affaires sont en hausse. Alors, les formats sont plébiscités par les consommateurs. Alors, je rappelle les atouts des retail parks. C'est un parcours marchand favorisé. L'ouverture et le dimensionnement des retail parks à échelle humaine ont rassuré les clientèles lors de la crise sanitaire. Elles ont permis aux consommateurs de déambuler à l'air libre et elles ont favorisé un parcours shopping ludique avec de nombreuses références. L'accessibilité et la visibilité sont renforcées puisqu'on accède en voiture, on peut se garer. De multiples enseignes en retail park, diverses complémentaires, c'est des alimentaires spécialisés, l'équipement de la maison, culture, loisirs, discount, le plus souvent accompagné d'une locomotive alimentaire. Enfin, une autre classe d'actifs qui marche très bien également, c'est la logistique. Alors, le marché de la logistique s'est construit depuis 30 ans sur l'axe nord-sud, qu'on appelle parmi les professionnels de l'immobilier la dorsale, Lille, Paris, Lyon, Marseille. Mais depuis 15 ans est apparu le marché Seine-Aval, c'est Rouen, Le Havre, avec tous les containers qui débarquent du Havre, et un pôle majeur, Orléans-Tours, bien placé également pour desservir tout l'arc atlantique qui est en très forte progression démographique. Alors, la relative faiblesse de la demande placée, puisque la demande placée a pour le moment baissé d'une vingtaine de pourcents, elle s'explique d'une part par la prudence des logisticiens dans un contexte de faible croissance économique, puisqu'en 2022, je vous rappelle, on avait une croissance économique pour la France de 2,5% et elle devrait baisser de l'ordre de 0,8%. Elle a été très légèrement remontée de 0,8 à 0,6. Mais donc, les logisticiens sont prudents face à la consommation, mais également, il y a un problème de rareté de foncier disponible et constructible. C'est ce qu'a évoqué Sabine avec la non-artificialisation des sols, ce qui fait qu'on a très peu de plateformes logistiques disponibles, neuves, et c'est pour ça qu'on a un taux de vacances de 2,50%, et c'est également pour ça que les loyers ont augmenté de façon très significative. Donc ça, ce sont l'ensemble des transactions. Vous voyez les différents pôles de transactions, Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Le Havre, bien sûr Orléans, Tours. Je ne vais pas rentrer dans le détail, même s'il y a des chiffres à la baisse, il ne faut pas oublier qu'on a un taux de vacances très faible et que les valeurs locatives sont orientées à la hausse compte tenu de ce manque d'offres disponibles. Donc, les loyers continuent leur progression amorcée depuis 3 ans sur l'ensemble du territoire. Des augmentations sont à noter entre ces 2 trimestres. La région lilloise voit son loyer augmenter de 5% à 52 €. C'est également le cas de la région parisienne, dont le loyer prime se traite à 65 € par mètre carré.
Mais c'est la même chose à Toulouse, 65 € par mètre carré, Bordeaux 60 et Nantes 60 € par mètre carré également. Donc on a, pour retenir, des taux de vacances en baisse et des valeurs locatives en hausse. Sur l'hôtellerie, donc là aussi, les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque le tourisme européen a montré de nets signes de reprise en 2022. Le nombre total de nuits passées dans un établissement d'hébergement touristique en 2022 était proche de 2019, avec seulement moins 6%, mais il est supérieur de 50% par rapport à 2021. La clientèle domestique a mené la reprise avec un total de nuits ayant retrouvé son niveau pré-pandémique. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont des meilleurs taux d'occupation en 2023 qu'en 2022, et ce grâce à la demande domestique. Si on regarde d'autres indicateurs de l'hôtellerie, donc on a un premier semestre très positif avec de nombreux événements, Foire de Paris, Roland-Garros, Salon du Bourget, mais aussi un mois de mai très chargé en long week-end. Le taux d'occupation global est quasiment proche de 2019 à seulement moins 1,5 points, tandis que le prix moyen par chambre continue de grimper. C'est ce qu'on appelle dans notre business le RevPAR, et le RevPAR a augmenté de 28% par rapport en 2019, notamment sur le haut de gamme, puisqu'il est à 184 € par mètre carré. Toutes les métropoles ont trouvé un revenu par chambre positif en comparaison avec 2019, mais c'est à Paris qu'on le trouve la meilleure croissance, plus 37% par rapport à 2019. Je vais vous parler maintenant rapidement de l'immobilier et de l'investissement. Je vous ai annoncé qu'on allait avoir une très faible année 2023 à seulement 17 milliards d'euros. Donc l'investissement immobilier est victime de la dégradation du contexte financier. La remontée brutale des taux a freiné le marché de l'investissement. On est en baisse de 42% par rapport à l'année dernière. On anticipe donc un atterrissage à 17 milliards. Entre-temps, le marché s'est fortement diversifié en termes de classes d'actifs avec une atténuation des tendances. Et c'est la slide suivante. On voit que le marché du bureau s'est très fortement contracté. Également le commerce, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de transactions en centres commerciaux. Il faut savoir qu'en commerce, on a les centres commerciaux, les retail parks et ce qu'on appelle le high street, c'est les boutiques. Et c'est vraiment en centres commerciaux que la chute a été la plus sévère, puisque les acquéreurs des centres commerciaux sont les assureurs et les assureurs ont disparu du marché pour les gros volumes. La logistique est également en baisse, mais là, j'allais dire, c'est plutôt un problème d'offre, puisque l'ensemble des investisseurs cherchent à garder dans ses poches la logistique. Et quand on organise des appels d'offres logistiques, on a toujours plutôt 10, 12, 15 acheteurs pour un produit logistique. Enfin, l'hôtellerie tire son épingle du jeu avec une hausse de 19% sur un an supérieure à sa moyenne 5 ans. Le retour au chiffre d'affaires pré-Covid est souvent atteint et les perspectives 2023-2024 sont très positives sur l'hôtellerie. C'est à peu près la même slide que celle de Sabine pour vous dire que le marché est dominé quasiment exclusivement par les investisseurs français puisqu'ils représentent 78%. Et il faut savoir que les investisseurs nord-américains ont quasiment disparu à 3% parce qu'ils ont levé de l'argent, mais ils ont des attentes de retour sur investissement très importants. Et ceux qui ont animé le marché, qui sont notamment les Sud-Coréens en 2018-2019, il n'y a plus aucun investissement des Asiatiques sur l'Europe en 2023 et quasiment en 2022. Et donc, on ne prévoit pas non plus de retour des investisseurs sud-coréens en 2024. Et donc, le marché va être spécialement français. En ce qui concerne là, c'est quelque chose d'important qu'il faut que vous sachiez. C'est 2023 rebat les cartes du marché de l'investissement. Les fonds souverains sont comme les investisseurs américains opportunistes. Ils attendent les bonnes affaires et donc ils n'achètent pas. Les OPCI
n'ont quasiment plus de capacité d'investissement immobilier, de même que les assureurs qui se concentrent sur les obligations corporate qui offrent des taux de rendement importants. Les SCPI, elles, continuent de représenter toujours 20% du bureau, mais 20% du volume, mais sur des classes d'actifs diversifiées, c'est-à-dire moins de bureaux, mais plus d'hôtellerie, plus de logistique. Il faut savoir que même si la proportion reste à peu près la même de 20%, comme le marché a divisé quasiment par deux, les SCPI ont quand même divisé par deux leur allocation, même si proportionnellement, ils restent sur 20%. En revanche, ceux qui tirent profit du marché, ce sont les privés, les utilisateurs et les foncières privées qui bénéficient du retrait des institutionnels pour passer d'une part de marché de 7% en 2019 à 27% du marché en 2023. Il y a une typologie qui marche également très bien sur les bureaux, ce sont les petites opérations de 0 à 30 millions. Aucune transaction de 200 millions n'a été enregistrée sur les 6 premiers mois de l'année. Les opérations de moins de 100 millions représentent 94% des transactions et 76% des montants investis contre 38% en moyenne. Donc en fait, aujourd'hui, on vend des opérations de petite taille, de 0 à 50 millions d'euros, quand la moyenne était plutôt à 100 millions d'euros les années précédentes. Je vais aller très très vite. Voyez la part des bureaux parisiens, c'est le rouge foncé et le rose. C'est simple, on ne va pas y passer longtemps. Aujourd'hui, pour vendre des bureaux, il faut être à Paris et à moins de 50 millions d'euros. C'est clairement là où se passe le marché. Il y a très peu d'opérations vendues en périphérie, puisque Paris représente à peu près 25% du stock de bureaux, mais représente 55% du volume de transactions des bureaux. Si on parle maintenant des décompressions de taux, la moindre compétition entre acheteurs a logiquement un impact sur les taux de rendement, avec une décompression des taux prime en bureau sur tous les secteurs géographiques, que ce soit en Île-de-France ou en région. En revanche, la décompression est plus ou moins marquée en fonction des secteurs et de la santé du marché locatif. Ainsi, la première couronne voit ses taux se décompresser plus fortement, plus 130 bips, contrairement à Paris QCA ou Lille, où on est plutôt à 80 bips. À noter également que ces décompressions sont fonction de la taille de l'actif. Sur Paris QCA, les petites opérations plus liquides peuvent continuer à se vendre à des taux plus agressifs, quand la décompression est plus importante sur les grosses opérations de plus de 200 millions d'euros. Et là, il va falloir compter une décompression complémentaire de 50 bips. En commerce, après une année 2022 exceptionnelle, le marché de commerce s'affiche encore très dynamique, supérieur à sa moyenne 5 ans, grâce à une belle performance pour le premier trimestre, qui a été marqué par des transactions de luxe, par exemple Kering sur l'avenue Montaigne ou LVMH, un portefeuille décoté de Marc Avenue de 200 millions d'euros, ou encore le centre commercial Italie 2 qui a été racheté par le fondateur d'IKEA. Sur la bonne tenue de l'investissement commerce, ça s'explique par des décompressions de taux plus anciens. En fait, le marché bureau a été très fortement impacté à partir de juin-juillet 2022, quand le marché du commerce a été très fortement impacté à partir de septembre 2020, logiquement, puisque c'est le commerce qui a subi en premier la crise du Covid. Mais le retail park, le retail économique, à savoir le retail park, le discount et les convenience stores, continuent d'être relativement liquides car ils ont fait preuve d'un très bon modèle de résilience économique sur les 3 dernières années et ils ont passé assez facilement la crise sanitaire. Maintenant, sur la logistique, donc il y a une baisse importante des volumes, mais c'est parce qu'il y a très peu de produits à vendre et que beaucoup d'investisseurs recherchent malheureusement ce type d'actifs
Et c'est pour ça qu'en logistique, la décompression des taux, certes, existe, mais elle est relativement limitée, puisque les taux historiques en 2012-2013, on était plutôt à 7%, et aujourd'hui, après un point bas à 3,80 mi-2022, les parcs logistiques prime s'échangent à 4,50%, 4,75%, ce qui fait certes une décompression importante, mais qui reste très en deçà des taux de rendement historiques. Pour finir sur l'hôtellerie, on a eu un premier trimestre assez dynamique et en termes de diversification, on prévoit quand même quelque chose de beaucoup plus dynamique sur 2023 et sur 2024. Un point qui illustre effectivement la difficulté de réaliser des deals d'investissement aujourd'hui, c'est qu'en 2019, on pouvait amener 45% d'equity et emprunter 55% pour un taux moyen, un taux fixe à 1,40%. En septembre 2023, on va vous demander plutôt 55% d'equity et 45% de dette seulement, pour un coût qui a triplé, puisqu'on est dorénavant à 4,80%. En ce qui concerne donc les volumes d'investissement sur 2023, vous voyez que la part des bureaux est en très net ralentissement. On va passer quasiment de 22 milliards en 2019 à seulement 8 milliards, quand la part du commerce diminue de façon moindre à 3,5 milliards, et l'activité logistique est toujours très présente, ainsi que le résidentiel au sens large. Je voulais terminer sur des prospectives, parce que vous êtes bien sûr confrontés aux questions de vos clients sur quelles sont les perspectives de l'immobilier sur 2023, 24, 25, 26 et 27. Alors, cette slide, je vais me permettre de m'y attarder 5 minutes. Elle recense le rendement global. Qu'est-ce que veut dire le rendement global? C'est le rendement locatif de l'actif, diminué ou augmenté du revenu du capital, c'est-à-dire de la valorisation potentielle en plus ou en moins, c'est-à-dire en fonction de l'évolution des taux de rendement que vont donner les experts immobiliers à la fin de l'année. Donc on voit par exemple, et je vais dire un mot également sur le revenu locatif global. Sabine a fait une petite parenthèse sur l'IRL, qui est effectivement plafonné à 3,5% jusqu'en juin 2024. Mais l'IRL ne concerne que le résidentiel. Il faut savoir que vos locataires ou les locataires des CPI sont assujettis soit à l'ILAT, c'est-à-dire pour l'immobilier tertiaire, et là, l'ILAT va bénéficier d'indexation de loyer de 5% en 2022, de 6% en 2023, de 3 à 4% en 2024 et 2025. Ce qui veut dire que vos revenus locatifs sur l'immobilier tertiaire, notamment le bureau, va augmenter. Alors, il n'y a pas que l'immobilier de bureau, il y a l'immobilier des locaux commerciaux également. C'est ce qu'on appelle l'ILC. Et l'ILC a progressé d'une manière un tout petit peu moins importante que l'ILAT, mais a progressé de façon importante. Et il faut savoir que, hormis pour les PME, ces deux critères, l'ILAT et l'ILC, ne sont pas plafonnés. Ça veut dire que les sociétés de gestion vont bénéficier d'une indexation sur les locataires actuels très importante sur les 3 années qui viennent. Et c'est pour ça que le rendement locatif, retail park, santé, hôtellerie, pied d'immeuble commerce, logistique, centres commerciaux et bureau prime va augmenter significativement. En revanche, c'est vrai, les valeurs départ en santé, en hôtellerie, en pied d'immeuble, en logistique et en bureau prime ont pour la plupart
baissé en 2022 et vont baisser en 2023. J'allais dire, des extrêmes, on est entre moins 5% et moins 13%. De grandes sociétés de gestion ont déjà acté ces baisses, donc elles vont s'acter sur 2023. Mais comme le disait Patrick, le revenu locatif, lui, n'est pas affecté. Et c'est pour ça que le rendement global à partir de 2024, on considère que sur la santé, le rendement global va apporter du 10%, en hôtellerie va apporter du 7 ou du 8%, et que globalement, sur ces différentes classes d'actifs, vous voyez qu'on est très largement au-dessus des 6-7% de rendement global brut sur les différentes classes d'actifs immobiliers. Voilà, en quelques mots, puisqu'il fallait donner un peu de prospective, et vous voyez qu'on est relativement positif, même si on est aujourd'hui dans le creux de la crise immobilière. Il y a une slide que je ne vous ai pas présentée, mais que je peux vous décrire tout à fait, c'est qu'on considère que les taux de la BCE sont quasiment à leur dernier stade, ou peut-être à leur avant-dernier stade, qu'après cela, à partir de fin 2023, on va avoir une phase de stabilisation des taux longs pendant 6 mois et qu'à partir du deuxième semestre 2024, nous devrions assister à des compressions de taux de rendement des différents actifs immobiliers. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gains en capital également et pas seulement en revenus locatifs, parce qu'on considère que les investisseurs vont anticiper des baisses des taux de rendement immobilier de fin 2024 jusqu'à fin 2025, fin 2026, avec une baisse continue et un nouveau cycle de l'immobilier, donc je vous dis à partir du second semestre 2024. J'en profite pour rendre la parole à Christian. Peut-être qu'on peut commencer par les questions, ou si vous voulez, je fais une petite analogie, si c'est possible, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90. Je voulais gérer ça. Eh ben, Patrick, on peut peut-être, et Christian, qu'en penses-tu répondre à quelques questions? Il y avait une question pour Laurent, justement, si tu veux bien, Christian. La question sur Laurent était, est-ce qu'à titre perso, vous pensez à faire des achats de nouveau dans 6 mois, 12 mois ou 18 mois? C'est-à-dire, à votre avis, quelle est la perspective qui semblerait arriver de potentiel d'acquisition dans les mois à venir? Et plutôt sur quel marché? Oui. Alors, bien évidemment, je ne peux pas faire d'investissement immobilier compte tenu de mes fonctions, mais ce que je peux effectivement conseiller à mes clients, c'est que si j'étais investisseur, je pense que je lèverais de l'argent aujourd'hui pour l'investir début 2024, mi-2024, fin 2024, pour bénéficier des conditions de marché. En fait, le marché de l'immobilier, il est un peu comme les obligations. Vous avez vu que les obligations aujourd'hui sont à des plus hauts taux historiques. On sait très bien qu'en 2025-2026, la baisse des taux longs de la BCE fera que les obligations corporates continueront à baisser. Et donc, ce que vous pouvez avoir en obligation à 6 ou 7% aujourd'hui, vous les achèterez en 2025-2026 peut-être à 3,5, 4%. Donc aujourd'hui, les assureurs font leur marché sur le marché obligataire et les investisseurs immobiliers, je pense, devraient faire leur marché courant 2024 parce qu'on va retrouver des compressions de taux de rendement immobilier très importantes en 2025 et 2026. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à investir systématiquement. Là, on est très clairement dans un creux du cycle de l'immobilier, mais je pense qu'on va avoir des périodes beaucoup plus favorables en 2025 et 2026. Mais pour ça, il faut être prêt. Il faut que les sociétés de gestion puissent lever de l'argent maintenant pour investir sur des très bonnes opportunités. Merci. Pour peut-être compléter, je peux vous donner des chiffres. En tous les cas, ceux que je connais le mieux, ce sont ceux de Sofidy. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Sofidy, on a en cash, à la semaine dernière, 780 millions d'euros. Et ces 780 millions d'euros, on les avait déjà l'année dernière. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'effectivement, comme on arrive à placer la trésorerie sans aucun frais à des taux de rendement que ceux que distribue la SCPI, on se permet d'attendre un petit peu parce qu'effectivement, comme le dit Laurent, on commence à voir des portefeuilles arriver. D'ailleurs, sans citer de nom, on en a acheté un en début d'année, malgré tout, d'un peu plus de 100 millions, à un peu plus de 11% de rentabilité. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est pour ceux qui ont besoin de liquidité, alors que pour ceux qui ont du cash, eh ben, en ce moment, c'est quand même, ça commence à être une période de plus en plus favorable. Je rajouterais juste un petit commentaire, parce qu'il y a des réactions un peu à chaud de certains CGP qui m'énervent, qui m'agacent un peu. Moi, je prendrais cet exemple. Vous avez besoin de revenus. Vous achetez un appartement, 500 000 euros, vous le louez, vous avez un rendement de 4-5%, et vous avez un très beau locataire, vous savez qu'il va rester là pendant 15 ou 20 ans, vos loyers sont indexés, vous apprenez 6 mois après que votre appartement, il vaut plus que 450 000. Est-ce que vous le vendez ou est-ce que vous n'en profitez pas pour en racheter un autre? C'est tout ce que je voulais dire. Sabine, Alors s'il y a d'autres justement, questions? oui, toi, Christian, qui a vécu la crise dans les années 90, une question, c'était comment on peut expliquer à nos clients que la part de valeur de la SCPI baisse et comment on peut connaître les perspectives, même si Laurent a beaucoup répondu aux perspectives. Donc aujourd'hui, comment on peut expliquer, même si Patrick, tu viens un peu dans les grandes lignes d'expliquer, une part de valorisation aujourd'hui, surtout comment on pourrait les sécuriser. Comment toi, tu as vécu cette crise des années 90? Moi, je dois avouer que je l'ai plutôt bien vécu puisque j'étais Sofidy. Donc, mais Sofidy est un bon exemple. L'exemple, en fait, d'abord, Sofidy, au tout départ, en tous les cas, il y avait qu'une SCPI, c'était Immorente. Pendant toute cette période-là, avant la crise, a acheté en dehors de la bulle immobilière. Ce qui fait qu'en fait, il faut revenir à du bon sens. C'est un, l'emplacement, et deux, acheter où il y a une réalité économique et de l'utilisateur et de l'acheteur. Et donc, comme on a acheté en dehors de la bulle immobilière et on a acheté en fonction des ressources que l'on avait, quand la crise est arrivée, effectivement, ce n'est pas nous qui faisons la conjoncture immobilière. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ensemble des SCPI qui achetaient en permanence, parce qu'il y avait des flux de capitaux énormes, achetaient un petit peu, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais achetaient tellement en masse que globalement, ils n'ont pas fait dans de la dentelle. Et quand la crise est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand on surachète un certain nombre de biens, ben, ça provoque des décotes. Et à ce moment-là, l'immobilier en ce qui concerne ce FIDI, les journalistes étant ce qu'ils sont, puisque en fait, quand ils sortent des classements dans la presse, ils parlent toujours que de la performance, ils oublient qu'il y a une dizaine d'autres critères qui peuvent caractériser un bien immobilier. Et donc, au niveau de la performance, d'un coup, Sofidy, qui était toujours dans le premier tiers de tête, est devenu le premier en termes de performance. Et n'a jamais perdu sa liquidité. Mais ça, c'est parce qu'on avait très peu de clients, c'est parce qu'on était récent. Donc ça, c'est, je dirais, on a bénéficié du timing. Mais à ce moment-là, du coup, on est devenu visible. Et les conseillers qui avaient des convictions se sont dit, mais comme l'immobilier est bas, ben, c'est le moment d'en acheter. Et ils sont venus vers nous. Et c'est à cette période-là, où l'immobilier était beaucoup moins cher, qu'on a créé des réserves de plus-value relativement importantes et qu'on a acheté de l'immobilier dans de très bonnes conditions. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la crise, elle est surtout pour les vendeurs, elle n'est pas pour les acheteurs. Et donc, du coup, on s'est créé des réserves de plus-value, puis on a pris le métier en même temps, ce qui a fait que Sofidy, je dirais, est ce qu'il est aujourd'hui. Mais je dirais que en même temps, malgré tout, pendant cette période-là, c'est un sujet qui est extrêmement important. On oublie toujours comment sont proposés les SCPI aux clients. Et la SCPI, d'abord, c'est un produit qui doit être conseillé parce que c'est sur du long terme, donc il ne faut pas se tromper. La SCPI, c'est un produit qu'on peut acheter au comptant, en démembrement, en assurance vie, à crédit, etc. Donc, il ne faut pas se tromper de la manière dont on va l'acheter. Ça, c'est un point extrêmement important. Et si la société de gestion est raisonnable, elle ne doit pas le collecter plus qu'elle n'est capable de réinvestir. Et donc là, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, en tous les cas pour les SCPI, mais vous les connaissez, donc je ne donnerai pas de nom, sur les SCPI qui sont en train de décoter, c'est qu'il y a eu de tels afflux de capitaux sur ce marché-là, puisqu'il ne cessait de monter, qu'il y a eu des programmes d'investissement qui ont été faits dans des conditions qui n'étaient pas forcément maîtrisées parce qu'il fallait réinvestir, je dirais, en matière d'immobilier. Je rappellerai juste que historiquement, on cherchait en permanence à avoir le moins de liquidité, puisque ça ne rapportait pas grand-chose dans une SCPI.
alors qu'aujourd'hui, il faudrait avoir de plus en plus de liquidités. Et Sofidy, qui cherchait à avoir moins de 5% de liquidité sur ses fonds, aujourd'hui, il y a quand même 780 millions d'euros. Et il attend, comme le disait Laurent, je dirais le meilleur timing pour commencer à réinvestir en mars. Donc moi, je crois que le point important aujourd'hui dans la sélection des SCPI, quelles que soient les sociétés de gestion, bien sûr, c'est l'historique qu'ils ont en qualité de gestion, mais c'est la manière dont ils gèrent les flux entrants, parce que ça conditionne, la qualité des investissements, mais aussi la liquidité et le marché secondaire. Alors, il y a de nombreuses questions qui reviennent sur la part de détention des institutionnels au sein du capital des SCPI, avec la volonté de ces institutionnels aujourd'hui d'arbitrer en masse. Comment on peut rassurer nos clients sur ces institutionnels qui peuvent quitter le marché? Et qu'en est-il des SCPI qui ont été sélectionnés par Focus SCPI by UNEP? Alors, je vais répondre à la première partie de la question, on peut y répondre tous les trois. Sur la part des institutionnels, déjà, j'avais vu passer une question, c'est comment peut-on savoir qui détient? Il faut savoir que quand on est porteur de part d'une SCPI, on est donc un associé, et on a le droit de connaître tous les autres associés avec lesquels on est. Donc, il suffit, alors on peut pas, il suffit d'aller à la société de gestion, et on vous ouvre le registre des associés. Mais on n'a pas le droit de prendre des notes et de repartir avec, puisqu'il y a des lois, il y a des lois RGPD, tout ce que vous voulez, qui permet de préserver un certain nombre de choses. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas être utilisables, mais qui peuvent être consultables. Donc, si vous voulez savoir quels sont les institutionnels qui sont dans les fonds, vous avez tout à fait le droit si vous êtes associé. En ce qui concerne les assureurs, ils sont porteurs de parts pour le compte des clients. Alors là, c'est quand même un vrai sujet parce que globalement, les droits de vote sont concentrés puisqu'ils sont porteurs de parts pour le compte des clients. Là, ils sont connus puisqu'ils sont dans des contrats d'assurance vie. Et là, en ce moment, ce qui s'est passé, je peux le dire, j'ai aucune gêne à le faire, ce qui s'est passé en tous les cas sur Capimo, c'est que tous les assureurs qui portent des parts de Capimo se sont réunis il y a 15 jours, puisqu'ils avaient des problèmes de VEL et qu'ils doivent assurer la liquidité. Ils ont mis un peu la pression à Capimo pour qu'il leur donne une nouvelle valeur de part qui a été donnée vendredi dernier avec une baisse de 9%. Et aujourd'hui, les assureurs qui ont l'obligation d'assurer la liquidité ont décidé donc de l'assurer et ils vont porter les parts, puisque les arbitrages et les rachats sont en train de se faire alors qu'ils étaient bloqués depuis 15 jours, ils vont porter leurs parts pour l'essentiel dans leurs fonds en euros. Patrick, je te laisse ou Laurent répondre à la deuxième partie de la question. Comme on a fait par contre, il y avait une question, l'intention des institutionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que personne autour de la table peut le dire. Un institutionnel, par définition, il y a toute une hiérarchie dans les décisions. Demain, un comité exécutif dit vous sortez les SCPI, et ben ils sortent les SCPI. Et ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que des gros tickets institutionnels dans des SCPI, ça peut être dangereux parce que la sortie, ça peut faire mal. Et on l'a vu sur certaines SCPI bancaires. Il y a un chiffre assez intéressant, une slide qu'a donné Rock'n Data il y a 8 jours. La collecte des réseaux indépendants par rapport à la collecte des réseaux bancaires. C'était deux courbes quasiment superposées jusqu'en 2021. En 2021, la collecte des réseaux bancaires s'effondre et la collecte des indépendants continue à progresser. Alors, elle s'effondre parce que ce n'est plus dans le catalogue produit des banques. Compte tenu des niveaux de financement, on va plus sur des comptes à terme, des produits structurés, etc. Mais du coup, on arrive dans un rapport de quasiment 1 à 4, 4,5, 5. C'est-à-dire que les réseaux indépendants collectaient 5 fois plus que les réseaux bancaires depuis 2021. Et alors, effectivement, quand il y a des SCPI qui sont mixtes un peu dans les réseaux et que la collecte, le bouton, j'allais dire, la manne que représente la manne de collecte que représentent des réseaux bancaires s'arrête, effectivement, ça fait un trou dans la liquidité. Alors maintenant, juste la question sur Focus. Sur Focus, vous regarderez la liste, on en reparle à qui veut, la liste se porte très bien et c'était un peu le but de... J'allais dire on répond complètement à vos attentes parce qu'on n'a jamais, entre guillemets, planté qui que ce soit dans nos allocations d'actifs. Sur Focus, justement, une question qui dit s'il y a un produit qui a été sélectionné avec un prix de souscription qui est égal à un prix de retrait, est-ce qu'il y a une durée de détention à respecter pour pouvoir absorber les frais, une durée de détention bien sûr à respecter par l'acquéreur des parts des SCPI?
Alors, Focus est complètement transparent, comme je vous le disais. Donc, c'est la SCPI en général. Il n'y a pas de délai à respecter. En gros, sur le marché, les frais de souscription sont de l'ordre de 10%. Donc, effectivement, 10% avec un rendement net après impôt de 3,5-4. Enfin, la SCPI, enfin, déjà, c'est un véhicule de long terme, objectif 10 ans et plus. Mais sortir à moins de 5 ans, ça n'a aucun intérêt. Par contre, effectivement, cette durée, si vous êtes sur des véhicules avec des frais à zéro, là, ça change un peu la donne parce que vous n'avez pas ce carcan des frais qui vous empêche de sortir. Enfin, je veux dire, la question est intéressante parce que quand on achète de l'immobilier, frais ou pas frais, globalement, l'objectif ou l'horizon de placement, c'est d'être au minimum 10 ans. Sinon, on va sur une autre classe d'actifs. Et d'ailleurs, toutes les SCPI sont un peu contrariées à tort ou à raison sur les 2-3 SCPI qu'on crée, des SCPI à taux zéro de droit d'entrée, mais avec des pénalités de sortie sur les premières années. Parce que si jamais les clients qui ont souscrit ce type de produits, je n'en mets pas en cause, loin de là, au contraire, la qualité de gestion des SCPI, mais si les gens se mettent à considérer ces produits-là comme des produits semi-liquides, voire liquides, ça viendrait s'ajouter, je dirais, à un flux d'immobilier sur le marché qui viendrait exacerber, je dirais, cette baisse du prix de l'immobilier aujourd'hui. Donc, il faut savoir quand même que sur ce type de SCPI, même s'il n'y a pas de droit d'entrée au début, à la sortie quand même, les frais de gestion sur une durée. Je crois qu'à partir de 10 ans, les frais de gestion qui sont supplémentaires font que petit à petit, passé 10 ans, ça commence à devenir ISO, et passé 10 ans, ça commence à devenir un peu plus cher. Donc globalement, le sujet des frais n'est pas pour moi un vrai sujet sur l'horizon de placement, mais c'est plutôt un sujet sur le risque d'illiquidité qu'on pourrait provoquer en considérant ça comme un produit beaucoup plus liquide qu'une SCPI traditionnelle. Il y a quelques questions qui reviennent, je pense que c'est une des dernières questions à traiter, concernant la qualité des locataires dans un marché, on va dire, un peu chahuté, en tout cas économique. Pour Laurent, vous qui voyez un certain nombre de grands comptes de locataires, sur les SCPI qui sont décotés, est-ce qu'à votre avis, elles pourront maintenir les niveaux de loyer actuels et en conséquence, dans les mois et années à venir, voir leur rendement augmenter? Alors, pour moi, le sujet n'est pas du tout la qualité des locataires, parce qu'en fait, il y a très peu de défaillance de paiement de loyer. Très franchement, je pense que c'est peut-être, mais c'est même pas 1%. En revanche, je pense que pour les SCPI, le point le plus important, c'est la localisation de ces actifs et savoir si la relocation va être facile ou pas. On l'a vu, la relocation, elle est relativement aisée sur les pieds d'immeubles. Elle est relativement pas sur les pieds d'immeubles, sur les retail parks. La relocation est effectivement relativement aisée en logistique quand on est sur les grands axes autoroutiers et près des centres de consommation. Et en bureau, la relocation est facile quand on est sur Paris. Et là, effectivement, il faut s'attacher, je pense, pour vous, quand vous êtes conseiller de vos clients, sur la qualité des actifs qui sont dans le patrimoine des SCPI. C'est-à-dire, pour moi, on a toujours dit la localisation, la localisation, la localisation. C'est très clair. Si on prend un exemple, vous avez un actif avenue Georges V, il va peut-être plus ou bien moins se louer, mais il se louera toujours et il aura toujours une valeur vénale importante. En revanche, un immeuble neuf de 15 000 m² loué à un très bon corporate, je dis n'importe quoi, à 50 ans en Yvelines, le jour où ce locataire part de 50 ans en Yvelines, vous allez mettre peut-être 2-3 ans à relouer l'immeuble, plus peut-être 2 ans de franchise, et c'est là où on est en problème. C'est pas sur la qualité du locataire qui a libéré l'immeuble, ça va être simplement sur le fait de retrouver. Donc c'est pour ça que pour moi, le critère le plus judicieux sur l'investissement, c'est toujours la localisation plutôt que la qualité du locataire. On n'a pas abordé une information qui est sortie la semaine dernière sur la volonté du gouvernement d'encourager l'investissement en logement intermédiaire via des SCPI, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un taux de TVA décoté pour toute société civile de placement immobilier qui pourrait investir sur du logement intermédiaire.
Est-ce qu'à votre avis, ça peut représenter une niche intéressante ou ça reste relativement marginal? Allez, Moi, je dis juste, alors là, c'est plus pour nous, hein. Dans les SCPI, on est quasiment sur toutes les classes d'actifs, sauf le logement. Historiquement, le logement avait un rendement quasi deux fois inférieur à celui des SCPI de rendement bureau-commerce. Et donc, c'est pour ça que dans le passé, ces SCPI de logement n'ont pu exister que grâce à des carottes fiscales, c'est lié, Pinel, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu, pour nous, on est mal placé pour aborder ce sujet. Alors, sur le logement intermédiaire, on a un problème en France, c'est le plafonnement des loyers. Donc, on considère que déjà, quand on investit sur du logement dit classique, loi de 89, on est sur des rendements bruts faibles de l'ordre de 3,5%. Sur le logement intermédiaire, là, il va falloir qu'on détienne très très longtemps parce que le rendement immobilier du logement intermédiaire, le rendement locatif, il est de l'ordre de 1,5-2%. Brut. La seule carotte que l'on a, c'est que on a ce logement intermédiaire pendant une quinzaine d'années et qu'après, on peut retrouver de la plus-value. Mais ça veut dire qu'on va porter pendant 15 ans à 1,5%. Très franchement, c'est pas le genre de choix que je ferais. À la limite, il vaut mieux acheter en démembrement de la nue propriété dans des quartiers très bien placés et récupérer là une plus-value certaine. Alors que si on achète du logement intermédiaire dans des banlieues plus limitées, le capital gain, vous aurez un faible rendement et très peu de plus-value immobilière. Donc, c'est pas vraiment mon sujet. Oui, c'est vraiment pas pour le résidentiel, c'est pas vraiment le sujet. C'est soit le démembrement, soit entre guillemets les opérations qui se faisaient historiquement sur du Malraux ou d'autres choses. Mais à chaque fois, c'est accompagné d'une carotte fiscale, parce que la rentabilité de l'intermédiaire n'est pas suffisamment bonne. Elle n'est pas maîtrisable, hein, parce que le coût d'acquisition ou de remise en état de ce type d'immobilier, je dirais, a pris l'ascenseur, alors que les loyers, eux, restent en bas de l'escalier, hein. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Patrick, je ne sais pas si tu en as vu d'autres, mais il me semble qu'on a fait à peu près le tour des questions. Alors, pour tout ce qui est... Il y avait pas mal de questions, mais on ne va pas les traiter là sur notre avis sur des SCPI traités de façon individuelle. Ça, n'hésitez pas à nous contacter. On n'échangera pas en public. Je vous rappelle juste une chose quand même, parce qu'on a plein de questions concernant des SCPI. Moi, je me souviens quand j'étais dans cet univers-là, il y a une quinzaine d'années, que je ne connaissais pas trop au début, j'étais étonné positivement dans les assemblées générales de voir que tous les papis-mamies avaient épluché les rapports annuels, les bulletins trimestriels, ils étaient au courant de chaque actif, ils avaient même été quand c'était des restaurants, etc. Et je disais toujours, la SCPI, ça se vend sur photo. Aujourd'hui, on a tendance à aller un peu trop vite, à regarder un rendement, une revalorisation, à oublier d'aller regarder. La SCPI est très transparente, contrairement à d'autres produits. Moi, j'ai fait l'exercice, mais dans les rapports annuels, vous avez, si vous plongez dans les rapports annuels, vous avez beaucoup d'explications. Je me suis plongé dans des rapports annuels des CPI qui ont dévalorisé. Je suis tombé sur des actifs achetés avenue Georges V en 2007 qui n'ont pris que 2% de valorisation en 15 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont assez transparentes. Donc, il faut faire un peu d'effort aussi de recherche. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour vous. Et les clients ont tendance à le faire, enfin, les anciens clients avaient tendance à le faire assez naturellement. Parenthèse fermée. En tout cas, tu n'as plus rien à dire, Sabine, sur les formalités, Je vais te rendre la main. Alors... Moi, je vous remercie. Un grand merci à tous d'être venus ce matin. Un grand merci à Laurent, surtout, parce que c'est vraiment agréable d'avoir un pro dans nos formations. Je ne dis pas que tu n'es pas pro, Sabine. Hein. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, un spécialiste du secteur. Je te rends la parole, Sabine, et merci à tous. Merci à l'UNEP déjà d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous de votre présence. Vous êtes un peu plus de 194. Donc, vous avez tous reçu les liens Digiformat pour pouvoir émarger, faire votre quiz questionnaire de satisfaction.
Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, ne vous inquiétez pas, on va bien vérifier toute la liste d'extraction de toutes les personnes présentes. On va vous les envoyer dans la journée ou demain ou plus tard. Et d'ici à la semaine prochaine, vous recevrez tous directement sur votre boîte mail l'attestation de formation, donc 2 heures carte T. Merci à Laurent, merci à Christian, merci à Patrick, et puis aux équipes qui sont cachées de l'UNEP, mais qui ont préparé tous les liens de visio et toutes les invitations. Je pense à Eléa, à Naïs et à Guillaume Le Belligo et toutes ces équipes qui vous entourent. Merci tout le monde. Voilà, je remercie tout le monde. On vous souhaite tous une très belle journée et au plaisir de se retrouver à un prochain webinaire. À bientôt et bonne journée à tout le monde.